Je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet et donc d'accueillir Michèle Muckelstorm, qui est une patiente atteinte donc de la maladie à corps de Lévy, qui va témoigner de son parcours, et nous aurons le plaisir d'entendre après cet exposé la réaction donc du professeur Paul Frappé, président du Collège de médecine générale. Bonjour Michèle, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques minutes quel a été votre parcours et comment on a diagnostiqué chez vous une maladie à corps de Lévy? Ça a commencé en 2003, j'ai fait des AIT. J'en ai fait une quinzaine de 2003 à 2013 avec quelques troubles cognitifs, avec des pertes de langage, des troubles de la concentration. Et j'étais suivie par un professeur à l'hôpital de Strasbourg qui, pour lui, j'étais dépressive. Donc, il a commencé à faire des expériences avec moi avec des antidépresseurs. Donc, je suis passée de 41 kilos à 95 kilos en ayant 1,52 m. Donc, si vous voyez ce que ça peut donner sur la colonne vertébrale, j'ai fini avec une hernie discale foraminale qui a été opérée et dont je garde des séquelles. Au bout de quelques années de traitement par ce professeur, il me dit dans le couloir « Madame, je ne peux plus rien pour vous, au revoir madame » et il part en reculant dans le couloir. Je me retrouve là, seule, comme une imbécile. Mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Je commence à me dire dans ma tête « Mais t'es pas nette ou quoi? T'as quelque chose ?» Mais on me comprenait pas. En 2013, je fais un AVC, mais mon mari était absent, mes enfants appellent le SAMU. Ma fille, étant élève infirmière, a pu aller avec le SAMU. Et donc, je vais faire un scanner. On me dit qu'il faut que je retourne dans le service du professeur Maresco, en sachant que j'avais perdu la parole. Donc, ma fille savait que je ne voulais pas retourner à l'hôpital, chez ce professeur. Donc, on m'a pas laissé le choix. On m'a dit, bon, il faut quand même que vous soyez hospitalisé. Et heureusement, à cette journée-là, j'ai eu le bonheur de rencontrer le professeur Blanc, qui était encore docteur Blanc, et qui a tout repris mon dossier depuis le début. Et suite à ça, il m'a fait hospitaliser, il m'a fait faire beaucoup d'examens, donc SPECT-CAN, IRM, scanner, ponction lombaire et d'autres examens dont je ne suis pas professionnelle, je ne connais pas. Et le verdict est tombé, suspicion de maladie à corps de Lévy. Et cela 10 ans après. 10 ans de souffrance, 10 ans d'errance, en ne sachant toujours pas ce que j'ai, jusqu'à ce jour-là. Donc, je remercierai jamais assez le professeur Blanc parce qu'il était à l'écoute. Il sait écouter les malades, il sait écouter les aidants parce que c'est très important dans notre maladie d'écouter aussi les aidants parce que c'est une maladie qui fluctue, c'est une maladie où un jour on est bien, un jour on est moins bien, un jour on a mal, un jour on a moins mal, et voilà. Et c'est grâce à sa patience et à l'écoute qu'il a pour ses malades que plus tous les examens médicaux, que ce diagnostic est tombé. Et pour moi, ça a été un réel soulagement parce que je me suis dit, enfin, enfin, je sais ce que j'ai, enfin, enfin, enfin. Parce qu'il y a un moment où vous dites, mais on me prend pour une imbécile, on dit que je fais du cinéma, on croit que je fais du théâtre. C'est un jour, j'avais des douleurs neurologiques tellement importantes, je suis allée voir le remplaçant de mon médecin traitant, donc qui est médecin du sport, donc par toutes les articulations, tout va bien. Donc il me dit, bah, madame, vous voulez quoi? Un arrêt de maladie, c'est ça? Vous n'avez rien du tout. Et s'il m'avait connu, il aurait su que les arrêts de maladie, moi, je les refusais. Et je suis sortie en pleurant, je me suis dit, mais voilà, on ne me comprend pas, on ne me comprend pas.
Et pour moi, le diagnostic de cette maladie, ça a été une nouvelle vie. Bien que la maladie soit pas tous les jours facile à vivre, parce que j'ai des hallucinations, j'ai des pertes de mémoire, mais grâce au traitement, donc je prends de la Aricept, du Neurontin, et, euh, et ma maladie est relativement stable. Et je fais aussi de la stimulation magnétique intracrânienne, et ça aussi, ça permet de stabiliser ma maladie. Alors que tant que j'étais en errance médicale, je n'avais aucun traitement, rien. Et donc, ma maladie, elle aurait évolué à une vitesse beaucoup plus rapide. Moi, j'ai eu la chance d'être diagnostiquée à 54 ans grâce au professeur Blanc. Merci. Mais si j'étais restée chez un autre médecin, eh ben, je pense que j'aurais pas de traitement et ma maladie serait beaucoup plus évoluée à l'heure actuelle. Merci. Merci beaucoup, Donc, Michel. Oui, vous voulez ajouter peut-être je un vous dernier mot? Oui, que bah voilà, je souhaite à tous les malades qui sont en errance comme moi de tomber sur le bon professeur qui saura diagnostiquer leur maladie à corps de Lévy. Merci. Merci beaucoup, Michel, vraiment Je pour ce vous en prie. témoignage qui est très, très fort. Paul Frappé, je me retourne vers vous. Donc là aussi, hein, comme l'a dit Joël Jaouenne, il n'est pas question de mettre tel ou tel professionnel en accusation, mais bien de rechercher ensemble comment il est possible de progresser dans l'amélioration, dans l'accélération de ce diagnostic. Comment vous réagissez au témoignage de Michel en quelques minutes? Ben avant tout, merci beaucoup pour votre invitation et merci beaucoup, Madame, pour votre intervention, votre témoignage. Moi, je dois dire que, voilà, en tant que professionnel, c'est un témoignage auquel forcément on s'identifie. On a vécu, moi, ça fait un peu plus de 10 ans que j'exerce. On a vécu des histoires avec des patients où on sent qu'on est passé à côté, on n'a pas fait le bon parcours, la bonne orientation. Et puis à l'inverse, on a aussi, je pense, un certain nombre de patients auxquels on se dit ah ben je suis arrivé au bon moment et je lui ai réellement rendu service parce que son parcours s'était empêtré dans quelque chose, dans une espèce d'impasse et voilà, donc c'est vraiment une réalité qu'on touche dans notre exercice et je trouve que votre histoire en est un exemple vraiment extrêmement parlant. Alors, quelle solution au-delà de se dire, si on veut sortir de l'écueil de juger en disant il y a des bons, il y a des mauvais médecins, quelle perspective, c'est un peu la question que vous m'avez posée. Moi, je crois qu'avant tout, s'il y avait vraiment une pierre à ajouter pour essayer d'avancer par rapport à cette problématique-là, c'est celle d'un petit peu mieux intégrer le doute dans l'incertitude dans nos facultés, et nos facultés ne sont que le reflet de la société, donc aussi dans la société, comment gérer cette incertitude, ce doute. Je crois qu'on a toutes nos études sont fondées sur le fait qu'on demande aux étudiants de savoir vite, de vite répondre à la question pour passer à la question suivante, et que si c'est un bon étudiant qui aura un bon classement, c'est quelqu'un qui a su. Mais en fait, nos facultés peut-être ne préparent pas assez à ne pas savoir. Et ne pas savoir, c'est une réalité pour tout un chacun dans son exercice. Et il y a aussi peut-être des choses à enseigner par rapport à ça, à comment gérer quand on ne sait pas, quand on ne sait pas encore. Et pour autant, peut-être qu'il y a une réaction notamment spontanée de défense en disant, en essayant de classer ça, j'entendais que peut-être ça a été, votre diagnostic a été classé trop rapidement en dépression, par exemple, et c'est peut-être effectivement une défausse, un réflexe humain, naturel, contre lequel il faut se prémunir, et il y a sans doute des choses à amener dans nos enseignements, dans notre discours, pour recentrer la prise en charge médicale en contexte d'incertitude, sur légitimer déjà avant tout la demande du patient, les symptômes du patient. C'est pas parce qu'on ne sait pas qu'on ne peut pas commencer à soigner aussi, à apporter quelques supports autour du patient, et puis en même temps, avant tout aussi enseigner une certaine humilité. Voilà,
la médecine n'est pas là pour, ne peut pas avoir prétention à répondre à tout immédiatement. Il faut s'en prémunir. Voilà. Donc le premier axe, je pense, c'est vraiment intégrer le doute et la gestion de l'incertitude dans nos formations. Le deuxième, c'est que je m'étais noté, c'est celui sur l'enseignement des parcours efficaces. Là aussi, c'est sans doute un certain scotome. On dit qu'il faut bien communiquer entre médecins, entre la ville et l'hôpital, etc., et notamment avoir des courriers bien remplis, enseigner des parcours efficaces et savoir adresser au bon moment le bon patient vers le bon destinataire. Ça va bien au-delà d'un courrier bien rempli. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut se pencher et sur lesquelles on peut enrichir, je pense, nos formations, notre enseignement. Et voilà, et savoir passer la main. Là aussi, je pense qu'il y a une connotation aujourd'hui encore, une perception de quand on passe la main, c'est un aveu d'incompétence. Il faut qu'on change un peu de registre de discours par rapport à ça. Passer la main, ça peut être au contraire un signe de compétence, parce que voilà, on ne trouve que ce que l'on cherche, on ne cherche que ce que l'on connaît, et en médecine générale, on n'est pas censé tout connaître, ou alors c'est qu'on se trompe si on pense tout connaître. Voilà, donc il y a besoin sans doute aussi de s'améliorer sur les parcours, l'adressage, adresser au bon moment, avec la bonne prise en charge antérieure, avec les bonnes attentes partagées entre le patient, le médecin destinataire, le médecin adresseur, etc. Il y a beaucoup de choses autour de ça qui sont encore très pauvres, je pense, dans nos recommandations de prise en charge. Voilà. Et puis peut-être en conclusion, je pense qu'il faut se prémunir du jugement pour beaucoup de choses, du jugement a posteriori. On le voit par exemple pour les urgences. Est-ce qu'on juge une urgence sur les patients qui arrivent aux urgences et qui pourraient être pris en charge en médecine générale? Si on juge ça a posteriori, une fois qu'on a le diagnostic, qu'on a fait la prise de sang, qu'il a été examiné, on ne peut pas juger a posteriori du caractère bénéfique de la prise en charge ou du caractère inapproprié de la prise en charge initiale. Je pense que voilà, il faut tous ensemble se méfier des jugements trop hâtifs quand on a le fin mot de l'histoire, et surtout le danger, je trouve, qu'on pourrait avoir à vouloir trop changer la barre par rapport à ces errances diagnostiques. Le danger, ça serait d'aller à l'inverse et de promouvoir des faux diagnostics précoces, des diagnostics hâtifs pour éviter de laisser le patient dans l'incertitude. Et je trouve que voilà, l'enjeu, c'est vraiment de trouver le juste milieu, le juste équilibre, quitte à avoir une phase quand même d'incertitude à gérer, mais de savoir la gérer justement sans nier la plainte, le demande du patient. Merci. Merci beaucoup, professeur Frappé, pour cette réaction et pour ces pistes effectivement de solutions. Un grand merci à tous les deux.